On rejoint maintenant notre collaborateur hebdomadaire, Georges Mercier. Bonsoir, Georges. Salut Rémi. Tu as écouté l'entrevue avec Étienne-Alexandre Beauregard. Je pense que tu voulais réagir. C'est qu'il y a un lien à faire avec l'autre sujet dont on allait discuter parce qu'on se plaint souvent que les médias publics, notamment ceux qui sont financés par nos impôts, par notre gouvernement, ne présentent pas une très grande diversité d'opinions. Et moi, j'ai écouté justement l'entrevue dont tu parlais avec Étienne-Alexandre samedi dernier. C'est vrai qu'être à sa place, je me serais senti un peu petit dans mes souliers, considérant comment tout le monde autour de la table ne partageait pas son point de vue. Disons, si le média public avait pour vocation de présenter plus d'opinions, ça aurait été intéressant d'avoir un autre conservateur sur la table ronde. Ah oui, tout à fait. En fait, il s'est très, très bien débrouillé. Puis, il faut dire que les gens n'ont pas été mesquins ni même méchants à son sujet, mais c'est pas évident là, de se ramasser autour d'une table, surtout les jeunes de notre âge, Georges. Hein, tu es dans la vingtaine, moi je viens d'entrer dans la trentaine. On n'a pas été entraînés pour ça. On a été entraînés pour à faire de rentrer dans des chambres d'écho, à n'entendre que ce qu'on veut entendre. Ce sont nos parents et nos grands-parents qui sont capables de passer une soirée avec une bonne bouteille de vin puis jaser. Nous, c'est pas le cas. Donc, quand on voit des jeunes de notre génération bien s'en sortir, il faut absolument leur lever le chapeau. Effectivement, c'est un très bon lien avec ton sujet d'aujourd'hui, puisque tu veux nous parler de toute cette histoire qui implique la BBC. Donc ça, BBC, c'est l'équivalent de Radio-Canada, mais en Grande-Bretagne. Le directeur général de la BBC et également la patronne de l'information. Donc là, c'est les big boss ont dû démissionner parce qu'il a été révélé au grand jour qu'il y avait eu un montage dans un documentaire, un reportage ou un documentaire impliquant un discours de Donald Trump. Raconte-nous cette histoire-là. Ouais, c'est une histoire assez ahurissante parce que justement, souvent du côté de la droite, on se plaint qu'il y aurait des biais dans les médias. En même temps, il y a différentes manières par lesquelles les médias peuvent avoir des biais. Parfois, c'est des histoires qu'on rapporte pas. Parfois, c'est le nombre de certains criminels qu'on ne rapporte pas. Parfois, c'est le nombre de panélistes qu'on met sur un plateau. Mais oui, il y a aussi des biais beaucoup plus criants puis beaucoup plus malhonnêtes. Par exemple, prendre une vidéo de Donald Trump, en l'occurrence, et le monter de telle manière que l'auditeur pense qu'il dit des choses qu'il n'a pas dites. Et c'est essentiellement ce qu'a fait une émission de la BBC qui s'appelle Panorama. C'est un peu l'équivalent de 24-60 avec à Radio-Canada. Mhm. Donc cette émission-là a pris un discours de Donald Trump lors du 6 janvier, lorsqu'il y a eu ces fameuses émeutes-là au Capitole. Et dans la vidéo qui a été présentée au public, Donald Trump disait quelque chose comme « Battez-vous, battez-vous, battez-vous comme des diables ». Comme si lui incitait la foule à se rendre au Capitole. Alors que dans le discours réel, ce que Trump disait, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Il disait « Faites-vous entendre, donnez du courage aux représentants, aux sénateurs », mais il n'incitait pas à se battre comme des diables. Mais dans le montage, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis bout à bout deux bouts de discours, comme si c'était un seul discours Ben ouais. suivi. Donc là, c'est vraiment de la désinformation. Mais non, Georges, c'est un accident. C'est un accident. C'est parce qu'il Mais y avait deux boutons, puis ils se sont trompés de boutons. C'est tout. ouais, ça. Puis, tu sais, Rémi, toi et moi, on sait comment ça se monte une émission de radio ou de télé. Il y a des gens qui vérifient ça, il y a des réalisateurs qui donnent leur OK. La BBC dit c'est une erreur de jugement. Bon, une erreur de jugement, si c'était si insignifiant, ça n'aurait pas pris une menace de poursuite de la part de la Maison-Blanche pour qu'ils se rétractent et pour qu'ils offrent leurs excuses. Ah, c'est très grave. Là. Moi, je vais juste le répéter. Tu as été très clair, Georges, mais au cas là, où quelqu'un n'avait pas compris, là, c'est pas compliqué. Il a prononcé un discours, Donald Trump, et on est allé prendre des morceaux de son discours pour les mélanger avec des morceaux d'un autre discours pour bâtir un faux discours qu'il aurait tenu et qui aurait justifié finalement les actes de l'assaut du Capitole. Donc, c'est très grave. Mais est-ce que ça remet pour autant en question tout le débat entourant l'implication de Donald Trump dans l'assaut du Capitole? Tu sais, il a été accusé de ça, là. Oui, mais je pense pas que la question est là. La question est pas est-ce que Donald Trump a incité des gens à se rendre au Capitole. Il l'a peut-être pas fait directement, comme dans le clip dont on parle qui a été manipulé finalement, mais il a quand même tenu un discours qui incitait les gens à aller remettre en cause le résultat de l'élection. Ça, c'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est comment le média public, en l'occurrence la BBC, a traité cette information-là. Puis en général, j'aimerais dire, comment est-ce que les organismes publics traitent les gens de droite. Ah, Et le gros problème, c'est que parfois Donald Trump, parfois, souvent, fréquemment, fait des choses qu'on doit critiquer. Mais pour que nos critiques aient de l'allure et pour que la population croie à ces critiques-là, il faut que les médias publics soient, tu me passeras l'expression, plus catholiques que le pape lorsque vient le moment de rapporter de l'information. Et lorsque des histoires comme ça émergent, c'est quoi la réaction naturelle dans la tête de la population? C'est, écoutez, si je peux pas leur faire confiance pour ça, est-ce que je dois leur faire confiance lorsqu'ils nous rapportent, par exemple, les chiffres sur l'immigration, sur la police dans les États américains? Donc, une panoplie d'enjeux où la crédibilité du média public est minée. Puis j'aimerais dire, la beauté d'un organisme public comme BBC, comme Radio-Canada, comme les grands diffuseurs en France, comme NPR, c'est que
théoriquement, c'est pas des médias qui sont régis par la publicité, par l'argent. C'est des médias Théoriquement. qui ont théoriquement, mais c'est des médias qui devraient avoir l'indépendance de présenter les faits et juste les faits. Et lorsqu'ils sortent de cette mission-là, leur mission, elle est mise à mal. Oui, tout à fait, Georges. L'essentiel est là, c'est-à-dire que si on remarque que les gens sont de plus en plus méfiants envers les médias d'information, les médias dits traditionnels, ben à ce moment-là, il faut essayer d'être irréprochable. Et l'erreur, elle est humaine. Commettre une erreur, c'est possible. Je vais en commettre, j'en ai peut-être même commis une aujourd'hui. Mais quand on est un journaliste et qu'on penche d'un bord plus que de l'autre, ce n'est pas un comportement qui entre dans le registre de l'erreur. C'est tout simplement une opinion qu'on fait passer pour de l'information. Et ben, c'est bien que pour une fois, ça soit pointé du doigt comme ça. Parle-nous de cet influenceur conservateur qui prend de plus en plus de galons. On le sait, Charlie Kirk est décédé, a été assassiné. C'était un influenceur conservateur très jeune qui faisait courir les foules. Mais là, il y en a un autre qui a quoi? Qui a pris le relais? Nick Fuentes, son nom. Oui, mais ça, c'est une histoire assez intéressante. J'ai pas envie de parler de Nick Fuentes parce que moi, je suis pour la liberté d'expression. J'ai pas de misère avec la diversité d'opinion. Mais Nick Fuentes, c'est une classe à part. C'est un influenceur. Mais c'est Il est qui? très populaire. C'est un influenceur sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui est très populaire auprès des jeunes hommes, ce qu'on appelle les incels, là, les gens qui ont de la misère à se trouver des blondes. Le problème de Nick Fuentes, c'est qu'il a un discours décomplexé. Il est ouvertement raciste, il est ouvertement homophobe, il est ouvertement misogyne et il est aussi ouvertement antisémite. Et jusqu'à maintenant, le mouvement conservateur américain, aussi radical qu'il ait pu être, le tenait à distance. Ces gens-là, les gens du monde MAGA disaient, il y a quand même des limites à ce qu'on peut dire. Il y a des limites à dire que finalement, Hitler et Staline, comme Fuentes l'a dit, étaient peut-être moins pires que Ronald Reagan. Vous voyez, on est dans ce niveau de discours-là. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, Tucker Carlson qui était le grand animateur de Fox News, qui est le conservateur américain le plus écouté, eh bien, Tucker Carlson a décidé qu'il allait inviter Nick Fuentes à son émission. Ils ont eu un long entretien de plus d'une heure. Long entretien lors duquel Fuentes a dit des choses, là, franchement, antisémites, du genre, il y a une juiverie qui contrôle les États-Unis, Israël contrôle les États-Unis, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vraies fissures qui se créent dans le mouvement conservateur parce que le directeur de la Heritage Foundation, un think tank ultra important, c'est eux qui ont rédigé le projet 2025, qui est un peu la feuille de route de Donald Trump depuis qu'il est retourné à la Maison-Blanche. Eh bien, le directeur de la Heritage Foundation a défendu Tucker Carlson d'avoir invité Fuentes. Et là, d'autres conservateurs comme Ted Cruz lui sont tombés dessus, lui ont dit ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas se rendre jusque-là. Mais ce qu'on remarque, c'est que les élites républicaines qui se sont greffées au mouvement Make America Great Again, mais elles perdent peut-être le contrôle de ce qui est dissible, puis de ce que les gens, de ce qu'on peut dire désormais, et de ce que les gens veulent entendre. Et ça mène à une genre de radicalisation à droite, où on a des Nick Fuentes qui prennent du galon, je pense pas qu'il va remplacer Charlie Kirk, parce que Charlie Kirk, c'était quelqu'un de très charismatique. C'est un gars qui avait une blonde, qui avait une femme, qui avait des enfants, un bon républicain traditionnel. Nick Fuentes, c'est vraiment pas ça. Mais néanmoins, ça montre que ces discours-là, ils prennent du galon, mais aussi que certains républicains résistent. Oui, mais tu sais, on en parle souvent, Georges. On parle souvent d'un phénomène. Il va falloir bien trouver un nom à ce phénomène-là, mais c'est un phénomène qui consiste à observer que les Juifs américains ont de moins en moins d'influence dans le discours public. Je remarque, par exemple, à New York. New York, c'est la ville des Juifs. Ils ont élu un maire qui a défendu des positions assez douteuses là, sur la question israélo-palestinienne. Nick Fuentes, c'est un influenceur qui est ouvertement antisémite. Et sans dire qu'il est admis dans l'espace public, il n'est pas condamné, il continue de s'exprimer. Autre manifestation de ce phénomène-là, tu me diras peut-être que j'ai fumé une bonne pipe, mais qui est invité à la Maison-Blanche dans les prochains jours? C'est le nouveau président syrien qui est un islamiste notoire. Ah non, mais qui est plus qu'un islamiste, qui était un terroriste. C'est-à-dire, Ahmed al-Shara, le dirigeant par intérim de la Syrie, c'est un ex-terroriste qui a participé à une branche d'Al-Qaïda, qui a tué des soldats américains en Irak. Et là, c'est quand même ahurissant de voir Donald Trump qui reçoit cet homme-là à la Maison-Blanche, non seulement parce que M. al-Shara n'aime pas particulièrement Israël, bon, là, il essaie de se normaliser, il a troqué la barbe d'islamiste pour le costume cravate. Pas très convaincant. Je pense pas que ça va convaincre grand monde, à part Donald Trump, qui lui semble convaincu. Ça, c'est fascinant. Ils se sont vus récemment. Donald Trump a dit, oui, ce gars-là, c'est un tough, c'est un battant. On parle d'un homme qui a du sang de soldat américain sur les mains. Ben oui. Mais que cet homme-là soit invité à la Maison-Blanche, néanmoins, ça montre bien qu'en matière de politique au Moyen-Orient, Donald Trump a complètement abandonné les idées qui étaient celles de Bush, de Clinton, d'Obama, où il y a des valeurs à défendre.
Là, ce qui intéresse Donald Trump, c'est la pure stabilité réaliste. Et son calcul à lui, c'est si cet homme-là a réussi à renverser Bachar al-Assad, qui était le dictateur précédent, il peut être une force stabilisatrice en Syrie, donc je vais le recevoir. Je dis quand même pour nos auditeurs qu'en Syrie, depuis que M. al-Shara est arrivé, les massacres ont continué, notamment des massacres ethniques de minorités religieuses cet été. Donc Mohamed al-Shara se présente avec son costume cravate, une bonne démarche. Ça demeure un homme qui a un passé trouble et même une conduite trouble aujourd'hui. Ouais, il est difficile à suivre, Donald Trump. Je pense que ce qui le guide dans chacune de ses décisions, c'est les intérêts, toujours les intérêts. Merci beaucoup, Georges Mercier. Ouais. On se reparle la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se reparle demain à 18h. C'est comme ça, du lundi au jeudi. Si vous voulez réécouter les segments, on est sur YouTube. La page YouTube, c'est le 995 Montréal. Allez, à demain.